parce que lui il disait ça parce qu'il était obligé de le dire. Et en fait, tout le monde aurait voulu être à ma place et partir. Donc c'était doublement risible. Cette duplicité qu'on avait dans le paraître est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas été dans cette situation, en fait. Donc j'essaie de, pour revenir à ce que vous disiez, donc je vais vous présenter mon premier livre. Il s'appelle « Quand la chenille devient papillon » ou « La dictature roumaine vue par une adolescente libre ». Et heureusement, il est aujourd'hui sur la liste des livres recommandés par l'Éducation nationale. Alors je ne sais pas très bien comment ça se passe pour que tous les professeurs d'histoire soient au courant, mais en tous les cas, ils ont au programme d'histoire des 3e les régimes totalitaires. Et pour vous dire ce qu'il en est, aujourd'hui en France, ils ont 2 doubles pages, une sur l'URSS, une sur l'Allemagne. Et c'est tout, en fait, on leur apprend rien d'autre. Donc les professeurs d'histoire sont ravis de pouvoir avoir un support d'un témoignage de quelqu'un qui a leur âge 14 ans. Et donc je parle de cette scène dont je viens de vous décrire, j'en parle dans mon livre. Et le livre s'arrête quand j'arrive à Paris. Et en fait, j'étais en train d'écrire mes souvenirs. Et j'ai écrit « Quand la chenille devient papillon, elle déploie ses ailes et s'envole, n'ayant point d'ailes, j'ai modestement pris le train. » J'ai mis un point. Et après, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai écrit le premier livre parce que j'ai beaucoup pensé à ma mère, évidemment, qui n'est plus là, et à tous ces souvenirs qui... On dit oui, t'écris un livre, tu oublies, c'est faux. C'est faux, on met de l'ordre dans ses pensées, mais on n'oublie rien. On apprend peut-être à vivre avec, mais on n'oublie pas. Et donc ensuite, j'ai écrit Le safari du papillon au Nigeria, périple entre indigence et abondance. D'abord, je voulais garder le mot papillon, parce que j'ai fait du droit, j'étais responsable d'un groupe de com, je me suis dit Marina, en cas, papillon sur internet, ça va bien se ressortir tout de suite, donc je voulais garder ce mot papillon, et je voulais aussi garder le sous-titre, et je voulais aussi donner une idée de ce quoi je vais parler, périple entre indigence et abondance, parce que j'ai vécu ça, et dans ce livre je raconte par exemple, j'ai eu des difficultés d'être en seconde à l'école française. Mes camarades, déjà entendre le mot camarade c'était compliqué pour moi, entendre le mot camarade, et ils faisaient venir de l'eau d'hiver de Paris. Moi j'étais contente d'avoir de l'eau au robinet. Enfin on peut pas avoir le même langage. Vous voyez, c'est très compliqué de s'intégrer quand on n'a pas le même vécu, donc il faut surmonter ça pour essayer d'être comme eux. Donc finalement j'étais toujours dans le paraître. C'était une autre sorte de paraître. Il n'y avait pas de peur, mais en même temps peut-être que si, la peur de ne pas plaire. Enfin, heureusement pour moi, j'ai jamais eu le temps de m'arrêter à ça. Vous êtes resté une année au Nigeria, qui est une année de transition avant la France. Mais oui, parce qu'on a vécu un coup d'État. On a vécu un coup d'État, donc j'avais 15 ans, un coup d'État par l'actuel président du Nigeria. Et donc finalement... l'improbable idylle entre capitalisme et dictature, c'est un choix qui vient de loin, parce que 30 ans après, Buhari a été élu démocratiquement pour mettre de l'ordre dans son pays. Au moment où j'y étais, Boko Haram n'existait pas. Donc, mais il y avait d'autres problèmes. Et donc on arrive en France, à Sarcelles, qui était une ville très bien. Elle était à côté de Paris, elle était verte, la population était majoritairement... de confession juive, et les gens s'entendaient bien entre eux, il y avait une communauté, comment dire, très fraternelle. Au lycée, les juifs avaient des cours d'hébreu. Moi j'étais contente parce que j'avais 1 heure de libre pendant ce temps-là. Et donc il y avait une bonne entente, on était les seuls à être réfugiés politiques, on était une curiosité, donc c'était plutôt sympathique. Et finalement, oui, il y avait une certaine bonhomie, si je peux dire, qui aujourd'hui n'existe plus nulle part. On a du mal à la retrouver. Et ce que j'essaie de dire aussi dans mon livre, c'est les gens, aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est ça qui est important aussi. Pour vous donner un exemple, quand je travaillais chez la FNAF en étant jeune, et ça me frappe en fait. On ne passait pas à côté d'un bureau, on ne laissait pas le téléphone sonner.
Et aujourd'hui, on ne penserait même pas à décrocher le téléphone de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas mon problème, parce qu'il y a des répondeurs, parce que je m'en fous, parce que de toute façon le mois prochain je serai plus là, parce que ceci et cela. Donc il n'y a plus de